Bonjour Mercedes. Bonjour. Je vous présente Mercedes Bresso. Quelques mots d'abord pour te présenter à mes abonnés du réseau. Tu es membre du groupe socialiste et démocrate ici à Bruxelles. Tu es une économiste. Tu as enseigné à Turin. Tu as siégé au conseil régional du Piémont et tu as été présidente de la province de Turin. Je suis de Lyon. Cela veut dire que nous allons forcément dire un mot du Lyon-Turin tout à l'heure. Mais j'aurais aimé qu'on parle d'abord du rapport qui a été voté tout à l'heure ce mardi, puisque nous sommes mardi, et qui traite du contrôle politique du Parlement sur la Commission. Alors, il ne s'agit absolument pas que de questions institutionnelles, mais je trouve qu'il y a dans cette question infiniment plus de politique qu'il n'y paraît. Alors, tu as rédigé ce rapport dans une finalité particulière. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire dans les grandes lignes maintenant ? Alors, la finalité, c'était de comprendre comment le Parlement arrive vraiment à contrôler politiquement la Commission sur un certain nombre de sujets en particulier. D'abord, comment on arrive à contrôler ex post les directives et les règlements que nous approuvons. Quelle est la chute vers le bas, par exemple? Comment on contrôle avec les parlements nationaux qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos territoires à la suite des directives? Ça, c'était une première question. La deuxième, c'était comment est-ce qu'on contrôle, je pensais au cas Seymour évidemment, comment est-ce qu'on contrôle la manière dans laquelle sont sélectionnés les hauts fonctionnaires qui ont un rôle énorme dans le fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce qu'ils sont choisis d'une façon transparente, méritocratique ou par des petites combines comme parfois ça peut arriver? Mais encore, comment on peut améliorer, par exemple, la possibilité pour le Parlement de voter, de faire une censure, une motion de censure à un commissaire. Et dans le futur, on pourrait avoir des commissaires, par exemple, qui violent les principes fondamentaux des règles de l'Union européenne démocratique. Alors, comment est-ce qu'on peut poser une motion de censure à un commissaire individuellement? Comment la motion de censure à l'égard de la Commission peut être, dans son ensemble et du président de la Commission, peut être faite si on a la nécessité d'une majorité énorme comme maintenant. Donc on ne peut pas baisser un peu ce pourcentage. L'idée, c'est de pouvoir contrôler des dérives non démocratiques qui pourrait y avoir en Europe dans le futur. Donc ça, c'était les questions principales sur lesquelles on a travaillé. On a trouvé évidemment des compromis, mais dernier point, l'initiative législative du Parlement. Les citoyens nous demandent pourquoi nous n'avons pas... C'est un sujet que j'aborde souvent. Voilà, c'est très important. Là aussi, évidemment, il faut une modification du traité, mais il faut trouver aussi une manière pour éviter qu'il y ait des millions de propositions. Par exemple, si c'est un groupe dans son entièreté qui propose une initiative législative. Voilà, ça affronte ces questions qui sont des questions éminemment politiques. Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Et je suis contente que tu aies mentionné le nom de Martin Selmayr, dont j'ai parlé effectivement aussi sur ce blog, parce que j'étais sûre que tu avais pensé à lui quand tu as rédigé ce rapport. Finalement, d'une certaine manière, on peut dire qu'il s'agit de proposer réellement un fonctionnement plus démocratique pour des institutions qui soient aussi plus légitimes et mieux comprise aussi par nos concitoyens. Parce que la question de la compréhension est importante. Oui. Et alors là, par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur le contrôle horizontal et vertical. Vertical, ça veut dire que nous devons travailler plus avec les parlements nationaux et parfois les parlements régionaux sur l'application de la législation européenne, de façon à que les parlements, dans leur ensemble, contrôlent l'activité de leur exécutif. Mais aussi, au niveau européen, les agences, par exemple. Là, de nouveau, toutes ces agences ne sont pas du tout contrôlées, sinon du point de vue budgétaire. Là, nous contrôlons très bien. Mais sur les autres aspects, pas assez, je crois. Et tout ça, c'est quelque chose pour les citoyens qui veut dire comprendre mieux comment fonctionne l'Europe. Ce n'est pas une bureaucratie, c'est une institution politique. Elle doit le rester aussi au niveau du contrôle. Je crois que c'est très clair. Le contexte de cette interview est un peu particulier puisque dans quelques heures, nous allons recevoir ici au Parlement le président du Conseil italien, M. Conte, qui va s'exprimer sur le thème de l'avenir de l'Europe. Mais évidemment, on sait qu'il y a une grave crise
diplomatique entre nos deux gouvernements. Et il y a aussi un projet symbolique entre nous avec la ligne Lyon-Turin qui est remise en cause par une partie du gouvernement italien. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, de ton point de vue, quelle est la place de l'Italie en ce moment dans l'Union européenne et ton appréciation sur l'action de ce gouvernement? Ouais, c'est lamentable la situation que le gouvernement, voilà, dit, dans laquelle il nous met, parce que le cas du Turin-Lyon, c'est un accord entre l'Union européenne et l'Italie et la France, avec un traité entre l'Italie et la France pour réaliser une œuvre. Donc, pour modifier un traité, il faut d'abord aller devant le Parlement, il faut négocier avec l'État avec lequel on a signé le traité. Tout ça est complètement gommé et on risque de créer une nuisance énorme pour nos citoyens. Cette ligne Turin-Lyon est la ligne de rééquilibrage vers le sud de l'Europe. Elle doit desservir tous les ports de la Méditerranée et d'un coup, l'intérêt de toute l'Europe du Sud est mis en question sans aucun rapport avec les pays concernés. La France, mais aussi l'Espagne, mais aussi la Slovénie, mais aussi la Croatie, tous les pays qui sont le long du pourtour méditerranéen et qui seraient intéressés par cette ligne. Et la même chose, ça a été l'attitude du vice-premier ministre de 5 étoiles du gouvernement. Mais c'est évident que lui, il a le droit de rencontrer qui il veut. Mais tu parles de la rencontre avec les Gilets jaunes. Voilà, avec les Gilets jaunes. Ben, c'est quand même nécessaire qu'un vice-premier ministre qui se comporte comme le patron du gouvernement prévienne son homologue de sa présence sur le territoire, aussi pour des raisons de sécurité. S'il était arrivé quelque chose, évidemment, après, ils auraient protesté. Et surtout, il faut qu'ils tiennent en compte que les rapports entre l'Italie et la France sont beaucoup plus importants que le fait de chercher un allié pour les élections. Ça, il peut le faire à un de ses camarades qui peut aller voir qui il veut. Je ne pense pas qu'il trouvera des grands alliés dans les Gilets jaunes, j'imagine. Mais ça, c'est son problème. Notre problème à nous, d'Italiens, c'est que, surtout dans ma région, les citoyens à l'université de Turin a exposé le drapeau français pour signaler que nous, on a un très bon rapport avec la France et on veut des liens historiques et des liens actuels de recherche, de travail en commun, d'intérêts économiques et politiques et sociaux en commun. Donc, je trouvais ça ridicule, la manière dans laquelle on change des relations historiques. Nous sommes un pays fondateur. Pourquoi faire? On ne sait même pas pourquoi. C'est juste pour faire voir qu'on est différent. C'est le gouvernement du changement. Bah, quand le changement est en pire, c'est peut-être le cadre ne pas changer parfois. Merci de ces éclairages, Mercedes, sur beaucoup de sujets très différents. Et on va aller bientôt écouter donc, le président du Conseil. Merci. Merci.